Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat. Le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat. Et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. J'aimerais consulter un avocat, mais j'ai peur que ça fasse dégénérer la situation. Ou au contraire, maître, je veux un avocat coriace, agressif, qui attaque. On rencontre les deux positions. Alors finalement, est-ce qu'un avocat attise les conflits ? Alors on va faire une petite parenthèse. Tout ce qu'on va vous dire dans ce podcast, c'est vraiment la vision de notre cabinet, c'est notre mode d'exercice. Il n'est pas forcément partagé par chacun des avocats, mais comme on vous l'a déjà dit, il faut trouver l'avocat fait pour vous. Donc n'hésitez pas à le rechercher. En tout cas, voilà ce qu'on en pense. Alors, c'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée, une problématique qu'on rencontre souvent. C'est pour ça qu'on a voulu faire un épisode sur le sujet. Et déjà, en ce qui concerne son propre avocat, on va déjà commencer par cette première partie, cette première hypothèse. Il faut savoir que certaines personnes n'osent pas franchir la porte des cabinets d'avocats de peur que cela soit vécu comme une déclaration de guerre ou, à l'inverse, que pour eux, ça entraîne un conflit supérieur, en fait, que ça attise vraiment les conflits. Il faut savoir que, déjà, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le cas. Voilà, la réponse à la question est, en tout cas en ce qui nous concerne, est assez rapide. Il faut savoir que, oui, un avocat, ça a une certaine... Quand on parle d'avocat, tout de suite, ça peut un peu faire peur, ou on peut avoir cette idée que quand un avocat prend un dossier, ça veut dire qu'on passe à l'étape supérieure. Effectivement, cela étant, ce n'est pas pour ça que l'avocat va attiser le conflit. Après un rendez-vous, par exemple, on ne va pas directement envoyer l'huissier chez la personne concernée pour qu'elle s'exécute, ou on ne va pas tout de suite rédiger un acte et saisir le juge au bout de 2 jours, ni envoyer un mail de menace. Enfin, voilà. Même les mises en demeure, on prend toujours... les formes, on ne fait pas de menaces directes à l'autre, voilà, il n'y a pas ce genre de procédé. Et il faut savoir également, parce que c'est une question et quelque chose qui fait peur aux gens, c'est qu'on n'envoie rien à la partie adverse ou à l'autre partie sans l'aval de notre client ou de la personne qui nous consulte. C'est vrai que ça peut être une inquiétude et justement une peur que ça attise le conflit. C'est on va voir l'avocat, donc l'avocat il va écrire à l'autre, il va lui dire telle ou telle chose et moi je suis pas forcément d'accord, j'aimerais bien que ça se passe bien, etc. Mais ça, non, l'avocat il a un mandat, voilà, c'est une collaboration, on n'envoie rien sans que vous soyez d'accord sur le contenu, la forme, le timing et tout le reste. Donc ça par exemple, prenons un exemple dans ma matière en ce qui concerne un divorce. Si une personne vient me voir en me disant j'envisage de divorcer, mais voilà, je voudrais que les choses se passent bien, je ne sais pas trop comment procéder, on va avoir plusieurs possibilités. Je vais dire est-ce que l'autre époux sait que vous êtes là, est-ce que si on envoie un mail pour indiquer que vous avez un avocat et proposer éventuellement d'avoir des accords amiables et des discussions, est-ce que si on lui envoie par mail et puis peut-être vous pouvez le prévenir à l'avance, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place et qui sont très faciles et qui vont permettre d'apaiser les choses et justement de ne pas rentrer dans un mode conflit et dispute, etc. L'avocat, ce n'est pas que celui qui plaide, ce n'est pas que celui qui va devant le juge, c'est aussi et surtout d'ailleurs celui qui va conseiller, orienter, anticiper les difficultés. Très souvent, on va voir un avocat pour une consultation, pour une question, sans que cela ne démarre dans une procédure judiciaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de consultations d'avocats qui permettent d'aboutir à des accords et d'éviter le conflit pur et dur devant le juge, etc. On peut par exemple prendre des exemples à nouveau dans nos spécialités. Moi, par exemple, en droit de la famille, je vais avoir des cas où il va y avoir des conventions parentales. Donc, ça va être des conseils pour savoir comment rédiger les conventions parentales, quoi mettre dedans, jusqu'à même la rédaction. Ou ça va être des rendez-vous parce qu'à un moment, on se pose des questions et qu'on a envie d'être conseillé sans que cela ne débouche forcément sur une procédure ou sur des difficultés, des accords et des procédures judiciaires. Et il en est de même devant le Conseil des prud'hommes.
Oui, plus généralement en droit du travail, on va avoir, par exemple, moi j'ai pas mal de consultations pour des salariés qui viennent me voir en me disant voilà le contrat de travail qu'on me propose, j'ai une difficulté avec telle clause, ou qu'est-ce que vous pensez de la clause de non-concurrence, qu'est-ce que vous pensez de ceci ou de cela, de la rédaction, de la clause de rémunération. Donc on voit bien ici que c'est purement du conseil et il n'y a même pas de partie adverse, on n'a pas d'adversaire ici. Le but, c'est de vous conseiller en vous disant, voilà ce qu'on pense de cette clause, voilà sur quoi on peut vous alerter, voilà ce qui serait susceptible de poser une difficulté ou non. Donc on vous conseille. À charge pour vous ensuite de faire le nécessaire, ou on peut vous aider à rédiger un courrier pour votre employeur, pour mettre à plat et mettre noir sur blanc vos questions, ce qui vous interpelle, ce qui vous interroge. Donc le futur employeur, dans cette hypothèse-là, ne sait même pas que vous êtes allé voir un avocat, puisqu'il suffit que vous fassiez un mail vous directement, en posant des questions. Donc c'est vraiment de l'accompagnement. Donc on n'est pas ici dans la fonction judiciaire qui peut faire peur. Moi, j'ai par exemple une autre problématique aussi en droit de la famille par rapport à cette question de est-ce que l'avocat attise les conflits. C'est que j'ai parfois des clients qui craignent d'aborder certains sujets ou même qui me disent je ne veux pas discuter de telle ou telle chose parce qu'en fait, ils ont une appréhension que leur propre avocat les entraîne dans le conflit ou les amène là où ils ne souhaitent pas aller. Je vous donne un exemple pour être un peu plus clair. Imaginons à nouveau un divorce, avec des époux qui ont discuté avant d'aller voir leur avocat parce que justement ils voulaient rester maîtres de leur décision et ils pensent que l'avocat va les empêcher un peu de faire ce qu'ils veulent. En gros, je vous schématise. Donc ces personnes-là ont discuté avant, la personne arrive, donc ils ont pu discuter par exemple, je sais pas, du montant de la pension alimentaire des enfants ou même du montant d'une prestation compensatoire. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une prestation compensatoire, je vous renvoie à nos différents contenus sur le sujet, on a fait des vidéos, voilà. Donc si la personne a discuté par exemple du fait qu'il n'y aura pas de prestation compensatoire, lorsqu'elle va aller voir son avocat, ça m'arrive que la personne me dise moi de toute façon on en a déjà discuté, je veux rien demander, je veux même pas en gros qu'on en discute ensemble. Donc ça il faut savoir que si vous voulez c'est un peu faire l'autruche entre guillemets. L'avocat il va jamais vous dire si il faut absolument demander une prestation compensatoire, il va pas vous pousser à faire des demandes que vous n'aurez pas envie de faire. Il va juste vous expliquer ce que c'est, parce que c'est bien d'avoir discuté directement avec votre époux, mais il y a la question juridique, en fait, la question de l'analyse de votre propre situation, de votre histoire, qui va vous permettre de savoir éventuellement à quoi vous voulez renoncer, ou alors à l'inverse vous dire oui, effectivement, votre situation s'y prête pas forcément, et vous conforter dans votre idée. Mais c'est pas pour attiser le conflit, c'est juste que l'avocat c'est pas un gras de papier et que même si vous êtes d'accord, même si tout le monde est d'accord et même si vous d'un côté vous voulez vraiment pas parler des questions qui fâchent, il n'empêche qu'il faut quand même que juridiquement ça tienne la route. Par exemple pour la liquidation du régime matrimonial, on peut pas, il y a des règles à respecter, donc il y a certaines choses, oui, il faut respecter les règles pour que ça vaille quelque chose. L'intérêt de l'avocat il est là aussi. Pareil pour des montants de pension alimentaire. Si au moment où vous partez, vous vous séparez, vous vous dites moi je vais rien demander comme pension alimentaire parce que j'ai envie qu'il me laisse tranquille, j'ai pas envie de conflit avec lui, etc. Vous dites ça à votre avocat. Si vous avez par exemple 3 enfants et que vous gagnez 1 500 € par mois, votre avocat il va vous dire votre solution, elle n'est pas pérenne. En fait, vous avez fait des enfants à 2. C'est pas une question d'attiser le conflit. On va présenter les choses de telle et telle manière pour apaiser la situation. Mais vous ne pourrez pas tenir avec 3 enfants à élever, à éduquer, à nourrir sans aucune contribution de l'autre parce que vous ne voulez pas attiser le conflit. C'est en ce sens, parfois, je pense que certains clients craignent parce que ils savent aussi que peut-être ce qu'ils ont évoqué n'est pas conforme à leur intérêt ou à l'intérêt des enfants. A l'inverse, si jamais ce que vous avez discuté est tout à fait conforme, il n'y a aucune raison que l'avocat aille dans un sens inverse. Parfois, on peut avoir le cas de dire oui, mais j'en suis sûre que du coup, l'avocat, ils vont demander une énorme prestation compensatoire, mais quel est l'intérêt, si vous voulez? Il n'y en a pas. Donc voilà, il faut s'enlever cette idée reçue de la tête, entre guillemets. Non, l'avocat, en tout cas, notre manière de voir les choses, c'est que l'avocat ne va pas attiser le conflit, mais par contre, n'est pas non plus un gras de papier qui va uniquement écrire ce que vous avez décidé. Et puis on a aussi des questions d'appréhension ou de manque de confiance. Parfois, des clients vont repousser vraiment jusqu'au dernier moment et attendre d'être au pied du mur pour consulter un avocat.
Et c'est assez dommage parce que parfois, mieux vaut prévenir que guérir. Ça va s'appliquer aussi au domaine du droit. Prenons un exemple, un salarié qui est en arrêt pour accident du travail depuis de nombreuses années, parfois il va attendre l'après-licenciement pour consulter un avocat. Donc il aura suivi tout son arrêt de travail pour accident du travail sans consulter un avocat. Il va aller voir le médecin du travail toujours sans prendre de renseignements. Il va recevoir un avis d'inaptitude qu'il ne va pas contester. Il va être licencié pour inaptitude sans en savoir plus que ça et sans s'intéresser plus que ça à toutes les conséquences juridiques de cette procédure d'inaptitude et de ce suivi médical. Alors qu'on va avoir la possibilité d'intervenir, pas de manière, c'est pas pour attiser le conflit encore une fois, mais on va pouvoir intervenir à certains stades de cette procédure d'inaptitude uniquement en envoyant un courrier à l'employeur. Souvent, on vous propose de vous rédiger ce courrier, mais que ce soit vous qui l'adressiez directement à votre employeur pour attirer son attention sur tels ou tels éléments. Quand vous recevez l'avis d'inaptitude, on va aussi pouvoir le lire avec vous. Envisager, est-ce que, oui ou non, il y a matière à contester cet avis d'inaptitude? Parce que le délai de recours va être de 15 jours, c'est assez court. Et une fois que c'est passé, une fois que vous êtes licencié, c'est un peu trop tard, enfin c'est trop tard, tout court, pour remettre en cause l'inaptitude prononcée. Donc il va falloir parfois essayer de passer outre ce manque de confiance en frappant à la porte du cabinet, en nous consultant en amont, pour que vous ayez les bons conseils, les bons réflexes, et que ce ne soit pas trop tard une fois que vous nous consultiez. Donc ça arrive en droit du travail, mais aussi en droit de la famille. Par exemple, j'ai aussi un autre exemple qui me vient, c'est typiquement, il y a certaines personnes qui vont se dire l'avocat, lui, il est là que quand vraiment ça va pas, il sera là le jour où on se mettra pas d'accord, et si jamais ça se passe mal, hop, j'irai voir l'avocat. Mais à l'inverse, des fois, le fait de ne pas aller voir un avocat alors même que ça se passe bien, va entraîner du conflit. Donc pareil, je vous donne un exemple, 2 personnes qui se séparent, pas mariées, concubins, avec des enfants, ils se mettent d'accord sur quelque chose au niveau de la séparation et ils se disent on va saisir le juge pour se mettre d'accord. Ils prévoient certaines choses, puis dans la vraie vie, entre guillemets, ils se rendent compte qu'en fait ça va pas, ou il y en a un des deux qui change d'avis, et une semaine avant l'audience, on se retrouve d'un accord initial à quelque chose de extrêmement tendu, un désaccord, parce qu'en fait, ce qu'ils avaient prévu n'est pas vraiment applicable et ils n'ont pas pu bénéficier de conseils avisés et expérimentés, on va dire, des avocats qui exercent en cette matière et qui auraient pu leur dire « Ah là, ce que vous avez prévu, est-ce que vraiment ça va être possible parce que vous avez telle et telle chose dans votre dossier, je sais pas, vous habitez loin par exemple, pour une résidence alternée ou... » Les enfants, ça va être un rythme qui va pas forcément leur convenir. Est-ce que vous avez testé avant ou ce genre de choses? Et on se retrouve à récupérer des dossiers une semaine avant les audiences, ou si ce n'est moins, où en fait ça devient extrêmement conflictuel parce qu'il y a des malentendus énormes, parce qu'il y avait des accords initiaux et on comprend pas forcément pourquoi on les remet en cause, alors que s'il y avait eu un conseil d'avocat avant, à l'inverse, l'avocat aurait permis d'avoir des discussions apaisées tout en faisant quelque chose de constructif et adapté à votre situation. De la même manière, parfois vous pouvez faire des accords qui juridiquement ne seront pas applicables, en fait, n'auront pas de valeur. Et donc une fois que vous retrouverez devant le juge, on va vous expliquer qu'en fait ce ne sera pas dans l'intérêt de l'enfant, ou que ce sera pas, que c'est pas comme ça que ça fonctionne entre guillemets, ou que vous avez oublié de prévoir certaines choses, c'est aussi une possibilité. Donc voilà, à l'inverse, parfois de ne pas consulter l'avocat va attiser le conflit avec l'autre. Donc là, on a considéré l'hypothèse de l'avocat, de votre avocat, l'avocat pour soi, mais on peut aussi avoir des craintes concernant l'avocat de l'autre, l'avocat de la partie adverse. Donc parfois, certains clients vont nous dire « Mince, ça y est, il y a un avocat en face, donc un avocat s'est constitué pour la partie adverse, donc ça va être plus compliqué. » C'est pas forcément le cas et ça va dépendre des procédures. Donc, dans l'hypothèse particulière où on est dans une procédure où l'avocat est obligatoire, eh bien s'il n'y en a pas, effectivement ça peut sembler plus facile puisque la partie adverse ne va pas pouvoir présenter ses arguments, ils ne seront pas pris en compte par le juge, il n'y aura pas de pièce dans son intérêt. Mais ça peut être à double tranchant parce que cette personne-là, donc cette partie adverse,
elle n'a pas d'avocat, elle n'est donc pas représentée dans la procédure, mais elle aura quand même le jugement. Si elle est partie perdante, elle va quand même pouvoir faire appel et à ce moment-là, elle va pouvoir prendre un avocat et donc ça va pouvoir faire traîner la procédure en longueur puisque peut-être que si elle avait un avocat dès le début, ça s'en serait terminé plus rapidement. Donc c'est à double tranchant quand même. Dans les procédures où l'avocat n'est pas obligatoire, le fait qu'il y en ait un, ça va quand même parfois pouvoir faciliter les discussions et la procédure. Parce que déjà, on va avoir 2 avocats, donc les échanges vont pouvoir se faire par l'intermédiaire des avocats, ce qui permet quand même de prendre du recul, d'être moins conflictuel et d'échanger plus sereinement. Les avocats vont servir d'intermédiaire, alors que si la partie adverse n'est pas représentée, nous, avocats, on va s'adresser directement à elle. Elle va pouvoir être méfiante, ne pas prendre en compte ce que l'on va dire ou le recevoir différemment, alors que si elle est représentée par un avocat, on dialoguera avec l'avocat. Ça va permettre de faciliter la procédure puisque ça va être plus facile pour le respect du contradictoire. On a connaissance, nous les avocats, des procédures, de ce contradictoire qui impose que tous les éléments qui vont être soumis au jugement et qui vont être soumis au juge vont devoir d'abord passer entre les mains des parties, alors qu'une partie adverse qui ne sera pas assistée par un avocat va pas forcément le comprendre. Donc ça arrive qu'un particulier arrive à l'audience, donne tout un tas de pièces, tout un tas d'éléments au juge sans l'avoir communiqué d'abord à la partie adverse, donc en l'occurrence à nous si on intervient dans le dossier. Et donc ça peut nécessiter des reports d'audience, donc rallonger la procédure et rendre difficile la communication. Et puis enfin, l'intervention de 2 avocats qui représentent chaque partie, ça va pouvoir faciliter les accords. Encore une fois, parce que les avocats vont avoir du recul sur la situation, ils savent ce qui est juridiquement fondé ou non, même si quand on communique officiellement et quand on communique dans la procédure, on ne dit pas ce qui est en votre défaveur, on défend vos intérêts au maximum, mais dans le cadre des échanges confidentiels entre avocats, on va pouvoir discuter plus librement. Donc pour ça, on vous renvoie à l'épisode de podcast concernant les échanges confidentiels et officiels entre avocats. Et donc ces discussions vont permettre de favoriser un dialogue, de le renouer et pourquoi pas de parvenir à un accord. Ça arrive dans des situations qui sont au départ très épineuses, donc rien n'est jamais perdu. Alors, dans nos spécialités, on a énormément d'exemples en droit du travail. Par avocat, par l'intermédiaire des avocats, on va pouvoir discuter de rupture conventionnelle, là où entre l'employeur et le salarié, la discussion est complètement impossible, il n'y a pas de dialogue, il s'évite. Le fait que chacun ait un avocat va pouvoir favoriser un dialogue et aboutir à des situations qui sont réglées amiablement et qui conviennent à tous. En droit de la famille, ça marche aussi. On peut envisager la situation de 2 parents qui ont énormément de mal à discuter parce que la séparation nécessite de régler la question des enfants, la question des biens, la question de la maison et puis tout ce qui est sentimental. Donc passer par des avocats pour plus objectivement et plus sereinement discuter du sort des enfants, de comment se passe la résidence, la garde, les droits de visite et d'hébergement, ça va pouvoir être plus facile par cet intermédiaire. Bon, et alors, dernier petit point, et je pense aussi pas des moindres entre guillemets, parce que ça joue énormément dans la vision qu'ont les gens de l'avocat et pourquoi parfois on peut penser que l'avocat attise les conflits, c'est la question financière. Donc l'argent. Parce que en fait, il y a certaines personnes qui vont se dire que l'avocat a intérêt à attiser le conflit parce que comme ça, il va gagner plus d'argent. Voilà. Donc tout simplement, oui et non. C'est-à-dire que, bien entendu, on va pas se mentir, si vous avez des procédures, si vous avez 3 procédures ouvertes au cabinet, l'avocat va plus gagner que si vous vous mettez d'accord et que vous le consultez une fois. Ça, c'est évident. Cela étant, l'avocat, lui, il va pas créer de faux problèmes là où il y en a pas pour avoir des clients. Voilà, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et en plus, il faut aussi savoir que l'avocat n'a pas d'intérêt à attiser le conflit. Par exemple, prenons un divorce en ce qui me concerne. J'ai pas financièrement, temporellement, psychologiquement intérêt à ce que mon client parte pour un divorce pour faute au lieu du divorce par consentement mutuel qu'il voulait à la base en venant me voir. Voilà, il n'y a absolument aucun intérêt à ce que je lui dise « Ah bah non, vous êtes d'accord, mais
attendez, vous trouvez pas quand même qu'elle a fait ça, ou si ce serait quand même bien de faire un divorce pour faute, ou à l'inverse, s'il n'y a pas lieu d'avoir une prestation compensatoire, de dire à un client ah bah si quand même, ce serait bien qu'on le demande en justice, voilà. Déjà l'avocat, c'est pas notre travail, c'est de vous accompagner et de vous conseiller, pas de vous dire n'importe quoi. Et ensuite, même au niveau purement financier, on va avoir une grosse perte de temps parce que si on vous conseille quelque chose qui n'est pas adapté, et bien finalement ça va pas être conforme, ça veut dire qu'on va avoir du mal à se comprendre, ça veut dire qu'on va prendre des risques, donc ça veut dire que le client va aussi ne pas être forcément satisfait, la relation avocat-client elle sera affectée par cela, sachant que si une personne vient nous voir en ayant pour objectif d'avoir un divorce par exemple apaisé ou de trouver une solution, si l'avocat lui propose quelque chose qui est extrêmement conflictuel et qui le met dans une solution qu'il ne voulait pas du tout, le client ne va pas être content si vous voulez, donc de fait il pourrait arrêter la relation ou voilà. Alors une des choses qu'on nous dit souvent c'est par rapport à l'honoraire de résultat. Par exemple, vous prenez un divorce à nouveau, et il y a certains avocats qui font des honoraires de résultat sur le montant qui varie selon le montant de la prestation compensatoire. Alors oui, on peut du coup penser qu'ils vont demander une prestation compensatoire énorme parce que comme ça, ils auront des honoraires plus importants. Si on demande 300 000, forcément, il y aura plus que si on demande 100 000. Sauf que là encore, il faut quand même revenir à la réalité, c'est que si la prestation compensatoire dans le dossier, ça vaut pas du tout 300 000, que ce soit à l'amiable ou que ce soit en justice, le dit avocat n'obtiendra jamais 300 000 € de prestation compensatoire. Donc si vous voulez, on reviendra au même. Alors que si c'est bien négocié, que c'est quelque chose d'apaisé et que en fait c'est adapté à la situation, et oui, il aura ses honoraires de résultats, mais qui dépendront de la vraie situation, du vrai conseil et du vrai travail. Voilà, donc il faut un peu aussi dédramatiser cette situation-là. L'avocat ne gagne pas plus en attisant les conflits, ou en tout cas, il n'a pas intérêt à le faire. Il faut savoir aussi que quand même nos spécialités à Sarah et à moi, c'est-à-dire que ce soit le droit de la famille ou le droit du travail, le droit social, ce sont des matières vraiment dans l'humain, où on touche au quotidien des gens, et donc bien entendu, on ne va pas impacter volontairement ce quotidien, entraîner un conflit qui n'est pas nécessaire. On a une déontologie qui est de servir vos intérêts, et le plus souvent, ça passe par une situation apaisée, des solutions amiables qui vous évitent aussi les aléas judiciaires, les longueurs de procédure, les coûts, le stress. Donc voilà, vous avez compris un peu notre position. Est-ce que l'avocat attise les conflits ? Eh bien pour nous, non. Par contre, bien entendu, un avocat sait gérer le conflit, puisque ça reste quand même notre quotidien. Et donc, on ne va pas non plus être dans l'amiable à tout prix, parce que ça, c'est une autre petite dérive qu'on peut voir. C'est-à-dire que certains clients vont avoir peur qu'à l'inverse, l'avocat ne les défende pas assez ou ne soit pas assez impliqué dans leur dossier. Et ça, ça va vraiment dans les deux sens. L'avocat va uniquement s'adapter et choisir la meilleure solution pour vous. Si il doit vous défendre de manière judiciaire avec un conflit très important et faire part de votre position de la manière la plus claire, la plus détaillée et de manière la plus compétente, il le fera. Si à l'inverse, vous avez envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus apaisé et que c'est dans votre intérêt, l'avocat le fera aussi. Et j'espère qu'on vous a aidé avec cet épisode. N'hésitez pas à nous donner votre avis également sur ce point, et on vous dit à bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis, et nous sommes à votre écoute. À bientôt!